Imaginez un instant ce qui se trouve à quelques centimètres sous le trottoir qu'on emprunte tous les jours. Ouais, c'est souvent un monde invisible. Totalement. Juste là, sous nos pieds, il y a une force qui circule et qui est capable de vaporiser instantanément du métal massif. On parle de dizaines de milliers de volts qui cherchent frénétiquement le chemin le plus court vers la Terre. Et le tout est contenu par seulement quelques millimètres de plastique, souvent un polymère. C'est assez fascinant quand on y pense. C'est clair. C'est une réalité physique d'une violence inouïe qu'on a tellement domestiquée qu'on finit par l'ignorer totalement, genre juste en branchant un chargeur de téléphone. Ah bah la véritable prouesse technique, elle est là. Elle se situe dans la contention de cette énergie. La rigidité diélectrique des isolants modernes, c'est vraiment la seule barrière qui empêche une catastrophe en milieu urbain. Et cette tension invisible, c'est précisément ce qui fait tenir toute l'architecture de notre monde moderne, quoi. Ce qui nous amène du coup au sujet de cette exploration. Tout à fait. On s'appuie aujourd'hui sur les publications techniques du blog Grid Mastery. C'est une ressource vraiment pointue en matière d'ingénierie des réseaux électriques. Et la mission de notre analyse détaillée aujourd'hui, c'est de décortiquer un maillon bien précis. Le réseau HTA, c'est ça? Exactement, la haute tension AT. L'idée, c'est pas juste de dire la centrale produit et la maison consomme, mais d'explorer vraiment le pourquoi du comment, les dilemmes architecturaux et la physique pure de ce réseau intermédiaire. Parce que comprendre comment on parvient à acheminer des densités de puissance phénoménales au cœur même de nos villes sans les faire fondre, bah c'est pas une mince affaire. Alors, pour commencer, on a besoin de situer un peu les choses. C'est quoi exactement la HTA, physiquement parlant? Alors, pour aborder le réseau HTA, il faut regarder les chiffres. Selon Grid Mastery, ça opère généralement entre 1 et 50 kV. Donc, entre 1000 et 50 000 volts si on traduit pour ceux qui nous écoutent. C'est ça, avec un standard très ancré à 20 kV dans de nombreuses infrastructures de distribution. Et il faut vraiment poser le problème sous l'angle de la géographie et de la physique. D'accord. La HTA, c'est pas simplement une étape de transition arbitraire. C'est vraiment la réponse mathématique à un problème complexe. Pour essayer de visualiser, j'avais une analogie en tête. Disons que si le réseau électrique global, c'était un réseau routier. Ouais, j'aime bien cette image. Les lignes à très haute tension, la HTB qu'on voit à la sortie des centrales nucléaires, ce seraient les grandes autoroutes nationales. C'est exactement ça, pour transporter très loin. Et à l'autre bout, le réseau basse tension, la BT, donc le 230 volts qui arrive dans nos maisons, ce seraient les petites rues résidentielles ou les impasses. Du coup, est-ce qu'on peut dire que la HTA, c'est les routes départementales ou les voies rapides régionales qui relient l'autoroute à la ville? Bah, l'analogie est parfaite. La HTA, elle joue précisément ce rôle intermédiaire. Ok. Après la production et le transport sur de très longues distances, via les autoroutes HTB, la tension est abassée. C'est là qu'on entre dans la phase de distribution. Donc on sort de l'autoroute. Voilà. Le réseau HTA prend le relais pour transporter l'énergie sur des distances moyennes, à l'échelle d'une région ou d'une agglo. Mais du coup, ça soulève une question. Pourquoi on a besoin de ces voies rapides intermédiaires? Je veux dire, pourquoi ne pas simplement faire des petites rues qui partent directement de la grande autoroute? Ah, ça c'est le cœur du problème. C'est une question de physique pure et c'est très bien expliqué dans les notes de notre source. Sans la HTA, le système ferait face à des pertes électriques monumentales. Mais attends, pardon de vous couper, mais si le but c'est d'éviter les pertes, pourquoi on ne garde pas la tension au maximum, en très haute tension, jusqu'au bout de la rue? Ou à l'inverse, pourquoi on ne passe pas tout en basse tension dès la sortie de la centrale? Comme ça, c'est prêt à l'emploi et on s'embête pas avec des intermédiaires. C'est une excellente remarque. Et c'est le dilemme de base. Prenons le deuxième cas d'abord. Si on essayait de faire transiter l'énergie requise par tout un quartier directement en basse tension, disons en 400 volts, depuis une centrale située à 10 km. Ouais, qu'est-ce qui se passerait? Bah, à cause de la loi d'Ohm, pour une même puissance, si on baisse la tension, on doit augmenter l'intensité du courant. Et ça, c'est un problème. Un énorme problème, parce que l'intensité, c'est ce qui crée l'effet Joule. Ah, l'effet Joule, c'est quand ça chauffe, c'est ça? Exactement. L'énergie perdue sous forme de chaleur est proportionnelle au carré de l'intensité. Donc si l'intensité explose, la chaleur dégagée explose encore plus vite. Le câble agirait comme une résistance de fourneau géant. Oh, waouh! Donc pour bien visualiser l'absurdité du truc, si on voulait vraiment faire ça en basse tension, il faudrait des câbles géants pour éviter que ça fonde. Mais gigantesque, il faudrait des conducteurs en cuivre de la taille d'un tunnel de métro pour alimenter une ville. Ah oui, quand même.
Ce serait plus un réseau électrique, ce serait une mine de cuivre à ciel ouvert. Et d'ailleurs, même avec ça, l'impédance de la ligne ferait chuter la tension à zéro bien avant d'atteindre la première maison. D'accord, donc tout passer en basse tension, c'est mort. C'est une inefficacité économique et physique totale. Absolument impraticable. Et pour l'autre option alors, amener l'autoroute en pleine ville, garder la très haute tension, genre 400 000 volts, jusqu'au quartier pour minimiser les pertes au max. Ben là, on se heurte à un autre mur physique, la physique de l'air et la sécurité. À 400 kV, l'air autour du conducteur devient lui-même conducteur si on ne respecte pas des distances de sécurité énormes. Ce qu'on appelle la tension de claquage, non? J'ai lu ça dans Gridmastery. C'est ça. À ces niveaux-là, l'électricité n'a même pas besoin d'un contact physique pour détruire. Elle traverse l'air sous forme d'arc électrique. Les arcs électriques mortels en pleine rue, ouais. C'est pas l'idéal. Pas du tout. C'est pour ça que l'HTB demande des pylônes gigantesques. Et si on voulait renterrer du 400 000 volts en ville, Bah oui, on pourrait les enterrer. bah non. Parce que ça pose un problème d'effet capacitif majeur. Ah bon? C'est quoi ça? En gros, un câble souterrain à très haute tension, avec son isolant et la terre autour, ça agit comme un condensateur géant. D'accord. Sur des distances moyennes ou longues, ce courant capacitif devient tellement important qu'il sature littéralement la ligne. Il ne reste plus de place pour le transport de la puissance utile. C'est fou, ouais. Donc le câble se remplit de sa propre énergie réactive au lieu de transporter l'électricité utile. Exactement. À moins de construire des stations de compensation colossales et hors de prix tous les quelques kilomètres. Du coup, le réseau HTA, avec ses fameux 20 000 volts, c'est vraiment le compromis parfait. C'est l'exact point d'équilibre. La tension est juste assez élevée pour limiter drastiquement l'intensité et donc les pertes thermiques. Ce qui permet d'utiliser des câbles d'une taille raisonnable qu'on peut facilement enterrer. Voilà. Et en même temps, elle est assez basse pour que les épaisseurs d'isolant comme le polyéthylène suffisent à contenir le champ électrique sans avoir besoin de tranchées pharaoniques. C'est vraiment une optimisation poussée à l'extrême. C'est fascinant de voir que cette infrastructure invisible est en fait un équilibre si délicat. C'est l'art du compromis industriel, oui. Mais concrètement, sur le terrain, ça se présente comment ce réseau électrique? On le trouve où? Partout dans les zones urbaines, selon les sources, ça sert à l'alimentation des villes entières, des zones industrielles ou la distribution à l'échelle d'une région. Et c'est organisé comment? En forme de toile d'araignée? Alors, topologiquement, on retrouve souvent deux grands types d'architecture. Les réseaux radiaux, ou en étoile, et les réseaux bouclés. Le réseau radial, on le visualise assez bien, hein. C'est comme une arborescence classique, non? L'énergie part d'un point central et se ramifie vers les quartiers. C'est ça. Le problème du radial, c'est que si on coupe une branche, tout ce qui est en aval est privé de courant. Ah oui, c'est la coupure assurée. Mais le réseau bouclé, par contre, ça a l'air beaucoup plus complexe. Ce que j'ai compris des notes de Gridmastery, c'est que l'énergie forme une boucle fermée pour garantir une continuité de service. Exact. C'est conçu pour la résilience. Mais si on injecte de la puissance des deux côtés d'une boucle, ça crée pas des conflits monstres ou des courts-circuits si un défaut apparaît. Si ce n'était pas géré. C'est pour ça que la gestion d'une boucle HTA repose sur des relais de protection très avancés et une automatisation de pointe. D'accord. Souvent, la boucle est exploitée avec ce qu'on appelle un point d'ouverture. Elle est physiquement en boucle, mais un interrupteur reste ouvert à un endroit stratégique en fonctionnement normal. Donc ça fonctionne comme un réseau radial normal jusqu'à ce qu'il y ait un problème? Exactement. Et la véritable ingénierie se révèle lors d'un incident. Disons qu'un tractopelle sectionne un câble enterré à 20 000 volts. L'angoisse du chef de chantier. Ça me fait penser à une analogie avec le corps humain, genre un système immunitaire hyper réactif. Ah oui. Bah oui, dès qu'un tissu subit une blessure, le système doit isoler la zone endommagée à la milliseconde près, sans pour autant couper l'irrigation du reste du corps. C'est un peu ça, non? C'est une très belle image, ouais. Sauf qu'à la place des globules blancs, on a des capteurs d'impédance. Lorsqu'un court-circuit se produit, la tension s'effondre brutalement et l'intensité monte en flèche. Et là, les capteurs entrent en action. Voilà, les relais de protection détectent l'anomalie en quelques millisecondes. Ils communiquent souvent par fibre optique pour localiser le segment précis qui est en défaut. C'est ultra rapide. Et ensuite, des cellules blindées automatisées s'ouvrent de part et d'autre de la panne pour l'isoler, et le point d'ouverture de la boucle se ferme de l'autre côté pour réalimenter le reste du quartier. Le tout, très souvent, en moins d'une seconde. Moins d'une seconde pour réagir à une ligne coupée de 20 000 volts, c'est bluffant. Et c'est là qu'on touche aux limites de ce système et à l'envers du décor. Absolument. Parce que gérer du 50 kV ou du 20 kV, ça a l'air extrêmement complexe, on l'a dit. Ouvrir un circuit à ce niveau de puissance, c'est pas comme baisser le petit disjoncteur en plastique qu'on a tous chez nous. Oh que non, c'est d'un tout autre niveau.
Les sources parlent du pouvoir de coupure. Ce que je comprends, c'est que quand on essaye de séparer deux contacts métalliques avec des centaines d'ampères sous 20 000 volts, le courant ne s'arrête pas juste sagement de couler. C'est farouchement. Quand on écarte les contacts d'un disjoncteur HTA, la différence de potentiel est tellement grande qu'elle arrache littéralement les électrons du métal. C'est terrifiant dit comme ça. L'air ou le gaz environnant s'ionise instantanément et se transforme en plasma. Et ça forme ce fameux arc électrique. C'est ça. Un arc avec des températures qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de degrés. Mais ça ferait fondre tout l'équipement en un instant. Si on le laisse faire, oui, l'appareillage serait détruit par fusion. Donc le vrai défi pour les ingénieurs, c'est pas juste de séparer deux bouts de métal, c'est d'assassiner cet arc électrique. Assassiner l'arc. L'expression est brutale, mais tellement juste. C'est l'équivalent de posséder une flotte d'engins de chantier ultra complexes. C'est indispensable pour construire une ville, mais on ne confie pas la maintenance au garage du coin. Il faut du matériel lourd et des experts. Exactement. Et pour assassiner cet arc dans les cellules blindées qui sont sous nos trottoirs, on a dû innover. Historiquement, on utilisait de l'huile diélectrique, mais les risques d'incendie étaient énormes. J'imagine de l'huile bouillante et des étincelles de 20 000 volts. Mauvais mélange. Aujourd'hui, on emploie principalement deux méthodes. La première, c'est l'ampoule à vide. Donc on fait le vide d'air complet. Oui, un vide très poussé. Les contacts s'écartent dans cette chambre sous vide. Comme il n'y a pas de matière à ioniser, le plasma ne peut pas se maintenir. L'arc est étouffé par manque de carburant gazeux en fait. C'est brillant de simplicité conceptuelle. Et l'autre méthode, très répandue aussi, utilise un gaz bien spécifique, l'hexafluorure de soufre, ou SF6. Ah, j'ai vu passer cet acronyme. C'est quoi la particularité de ce gaz? C'est un gaz fortement électronégatif. Dès que l'arc se forme, les molécules de ce gaz capturent littéralement les électrons libres responsables de la conduction. Ça désionise le milieu et éteint l'arc en une fraction de seconde. C'est une vraie maîtrise de la physique, encapsulée derrière des petites portes métalliques discrètes dans nos rues. Tout à fait. La sécurité doit être impeccable pour assurer la continuité de service. Ce qui nous mène à la dernière grande étape de notre analyse de gridmastery. La conversion finale. Mais il reste ce mur final, nous les consommateurs. On ne peut pas brancher une machine à café sur du 20 000 volts. Exact, nos appareils fonctionnent en basse tension, il faut donc une dernière étape de transduction, la poignée de main finale, et cette pièce du puzzle, c'est le transformateur HTA vers BT. C'est le point de départ du réseau basse tension. Ce transformateur prend la tension modérée du réseau HTA et la réduit en 230 ou 400 volts. Est-ce qu'on peut voir ce transformateur comme la douane ou le centre de tri postal du quartier? C'est-à-dire, Genre, il reçoit d'énormes cargaisons d'énergie sur des semi-remorques et il les divise en petits paquets individuels que le facteur peut livrer à chaque foyer de manière sécurisée. l'image du centre de tri est parfaite. Un seul transformateur va en fait alimenter plusieurs petits départs pour tout un secteur résidentiel. Des câbles souterrains prennent ensuite le relais pour amener l'énergie jusqu'au compteur. Mais ce que je trouve frappant dans les sources, c'est la contrainte thermodynamique de cette étape. Ah, la gestion thermique. C'est vraiment la variable critique de ce composant. Parce qu'on parle de baisser une tension de 20 000 à 400 volts. Ça implique de l'induction électromagnétique, des gros bobinages de cuivre. Et qui dit induction, dit perte. Le champ magnétique alterne 50 fois par seconde. Ça génère ce qu'on appelle des courants de Foucault dans le métal, des pertes par hystérésis, plus la résistance naturelle du cuivre. Tout ça crée une chaleur monstrueuse, non? Comment on fait pour qu'un gros cube métallique enterré sous un trottoir en goudron en plein mois d'août ne se transforme pas en fournaise? C'est là qu'intervient la thermodynamique de manière assez élégante. Le cœur du transformateur, les bobines, tout est intégralement submergé dans une cuve remplie d'huile. Encore de l'huile. De l'huile minérale diélectrique ou des esters synthétiques aujourd'hui. Et cette huile a un double rôle. D'abord, c'est un super isolant électrique, bien meilleur que l'air, pour éviter que les bobines qui sont très proches ne fassent des arcs entre elles. D'accord. Et surtout, elle agit comme un fluide caloporteur. L'huile chaude, au contact des bobines, s'élève naturellement vers le haut de la cuve, par convection. La chaleur monte, logique. Elle arrive au contact des parois, qui ont des ailettes de refroidissement. Elle dissipe sa chaleur dans l'air ambiant, elle refroidit et elle redescend au fond de la cuve. C'est un cycle naturel permanent, et sans aucun moteur, sans pompe, sans pièces mécaniques mobiles. Exactement. C'est silencieux et d'une fiabilité redoutable. Ça peut opérer de manière ininterrompue pendant des décennies. La fiabilité par la simplicité apparente, c'est vraiment la marque des grandes ingénieries. Quand on pense que chaque watt consommé par notre téléviseur traverse ce vortex magnétique baigné dans l'huile à 70 degrés,
C'est fou. Cette longévité, c'est la vraie mesure de la réussite du réseau HTA. Les ingénieurs qui ont standardisé ces niveaux de tension ont dû résoudre des équations où la moindre erreur se payait en millions de tonnes de cuivre ou en incendie. C'est clair. Pour résumer un peu tout ce qu'on vient de voir grâce à Gridmastery, le réseau HTA de 1 à 50 kV, c'est le réseau silencieux qui fait le pont entre le grand transport national et la distribution locale. C'est le compromis technique parfait. Ouais, il réduit les pertes sans avoir à surdimensionner les câbles de nos rues, tout en étant sécurisable avec des technologies fascinantes comme le gaz SF6 ou l'isolation par l'huile. C'est vraiment le pilier d'une distribution énergétique stable et optimisée dans nos villes, l'artère silencieuse qui irrigue la modernité. Ce qui nous amène à une réflexion finale pour ceux qui nous écoutent, parce que nos villes changent très vite. On connaît une électrification sans précédent des modes de vie, là. Oh oui, la demande explose. Les flottes de véhicules électriques qui demandent des bornes de recharge ultra rapides, capables de tirer des mégawatts en quelques minutes. Les pompes à chaleur qui remplacent le gaz partout. Ça met une pression énorme sur l'infrastructure existante. Et justement, sachant que le grand avantage de la HTA a toujours été cet équilibre délicat entre l'espace sous la voirie, les coûts d'isolation et l'efficacité thermique. Comment cette équation va devoir évoluer pour absorber ce choc? C'est toute la question des prochaines décennies. Dans des villes où il est impossible d'enterrer indéfiniment des câbles plus gros ou de monter la tension sans violer les normes d'isolement, comment on va repousser les limites physiques de ce réseau? Est-ce que l'avenir passera par des microgrids en courant continu, des nouveaux matériaux supraconducteurs ou un changement total de paradigme? L'ingénierie va devoir se réinventer, ça c'est sûr. C'est une vraie problématique fascinante à garder en tête la prochaine fois que vous allumerez un simple interrupteur. Un grand merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse complexe et passionnante des entrailles de notre monde électrique. C'était un plaisir. À très bientôt pour une nouvelle exploration détaillée. Bonne journée.